Bonsoir et bienvenue dans Sens Public, l'émission qui donne du sens à l'actualité. Nous sommes le jeudi 14 mars et nous sommes ensemble pour 1h30 de débat et de décryptage. Au sommaire de cette émission, c'était aujourd'hui le premier grand débat de la campagne des Européennes à Strasbourg, et en exclusivité pour notre chaîne Public Sénat. Ça s'est déroulé cet après-midi. Alors on va se demander qui a marqué des points, qui a raté son entrée en scène, et puis est-ce que les absents ont toujours tort? On fera le débrief avec mes invités. Dans la seconde partie de cette émission, nous reviendrons sur l'interview accordée par le président de la République aux journaux de 20h de TF1 et France 2. Et puis nous nous poserons une question. Pourquoi l'Europe est-elle toujours infichue de mettre en œuvre une défense commune? Qu'est-ce qui coince? Après tout, est-ce une si bonne idée? Nous ferons le point avec nos experts. Mais tout de suite, place à notre premier débat. Ils étaient 8, il y a un peu moins de 4 heures encore, à Strasbourg, sur le plateau de Public Sénat, pour le premier débat de la campagne européenne, le premier débat en France, mais aussi en Europe. 2h30 d'échanges sans concession que nous résume Samia Dechir. 8 candidats aux européennes, 7 têtes de liste. En l'absence de Jordan Bardella, c'est Thierry Mariani qui représente le Rassemblement national et il fait rapidement l'objet de toutes les critiques pour sa proximité avec la Russie. Vous avez aidé Poutine sur le terrain. Monsieur Mariani, vous l'avez aidé à surveiller des élections fantoches. C'est parce que Monsieur Poutine n'était pas disponible ce soir. En tant que président de la commission spéciale sur les ingérences étrangères, se retrouver face aux petits télégraphistes du Kremlin, depuis le début, qui votent contre les condamnations de Wagner, des milices Wagner quand elles prennent pour cible nos propres soldats. Même ligne de clivage sur l'immigration entre les extrêmes droites et la gauche. La seule solution, c'est ce que proposent Marine Le Pen et Jordan Bardella, c'est effectivement un vrai référendum sur l'immigration avec une série de mesures qui permettent effectivement de rendre, entre autres, ces expulsions effectives. Aujourd'hui, à cause du droit européen en particulier, on ne peut pas le faire. Ne pas avoir de voie légale d'immigration, c'est transformer nos mers en cimetières et c'est condamner de toute façon nos économies. Monsieur Glucksmann, il va se passer quoi? Madame Si vous allez chercher les clandestins en bateau, vous les ramenez sur les frontières européennes, que vous les répartissez, des êtres humains vous croyez qu'il va se passer quoi? On ne monte pas sur un radeau de survie comme on monte sur un bateau de croisière. Mais on ne va pas risquer sa vie en mer Méditerranée comme on va s'amuser. C'est pas la croisière s'amuse, les questions migratoires. Autre sujet clivant, l'agriculture, qui voit s'affronter la droite et les écologistes sur le pacte vert, accusés d'écraser les agriculteurs sous les normes environnementales. Vous parliez de croissance verte, mais en fait c'est une logique de croissance verte. Vous avez parlé de produire mieux. En réalité, ce que vous ne voulez pas, pardon, je termine. Ce que vous ne voulez pas, qui étrangle les agriculteurs. Ce que vous ne voulez pas, c'est que les agriculteurs produisent. Nous, les écologistes, on n'est pas là pour emmerder le monde. On est là pour le protéger. Et donc, on met en place des politiques et on pousse à des politiques qui soient des politiques qui protègent. Dernier thème de débat, le pouvoir d'achat. La candidate macroniste défend son bilan. En France, grâce au bouclier énergétique, on a vraiment protégé les Français bien plus qu'ailleurs en Europe. Je vous donne un exemple. Pour la facture des Français, c'est plus 10%. Pour la facture des Français, chez nos amis belges, c'est plus 952% de hausse des tarifs. C'est colossal. Évidemment, plus 10%, ça reste toujours trop, mais c'est vraiment le bouclier tarifaire qui a été mis en place au niveau national qui a permis de protéger les Français. Après 2h30 d'un débat agité, la bataille des européennes est désormais lancée. On a une agence. Un premier débat des européennes agité, vient de dire Samia Dechir, vivant, parfois tendu, animé de main de maître, que l'on va débriefer avec nos experts pendant la première partie de cette émission. Bonsoir Richard Verly. Bonsoir. Vous êtes journaliste, correspondant France-Europe du média suisse Blick. J'accueille à vos côtés Jean Garrigue. Bonsoir. Historien, président du comité d'histoire parlementaire, auteur de Jours heureux quand les Français rêvaient ensemble, paru chez Payot. Bonsoir aussi à Jean-Daniel Lévy. Bonsoir. Directeur délégué de Harris Interactive, sans oublier bien sûr Tam Tranui qui m'accompagnera tout au long de cette émission. Et avant de vous passer la parole à tous, je voudrais qu'on fasse un petit détour par Strasbourg, parce qu'on va y retrouver Thomas Hugues, qui a animé, bravo Thomas, ce grand débat. Et je suis très content de vous avoir pour que vous nous racontiez un peu les coulisses, l'ambiance sur le plateau. Est-ce que c'était tendu ? Déjà, Mathieu, bonsoir, ça me fait tout drôle quand même d'être de ce côté-là de la caméra, mais merci de m'inviter dans Sens Public, c'est original. Dans votre émission, Thomas. Vous êtes ici chez vous. Oui, c'est sympa. C'était tendu, oui, c'était tendu. Hein. Ils étaient
je crois qu'ils étaient très nombreux ils avaient tous quelque chose à défendre, ils jouaient tous assez gros. Et finalement, mais vous allez sûrement en parler, celui qui n'avait peut-être pas tant à jouer, c'est celui qui n'est pas venu, c'est Jordan Bardella. Bon voilà, il n'est pas venu parce qu'il voulait pas prendre des coups avec une telle avance dans les sondages. Mais moi, j'ai vraiment senti cette tension. On voyait les équipes, les spin doctors autour des candidats. On voyait qu'ils avaient préparé des attaques très tôt dans le débat. Et voilà, ils ont pris la main. Nous, on avait prévu évidemment toute une trame, des questions, mais très tôt dans le débat, on a senti qu'ils voulaient en découdre. Ils se sont salués, ils se sont serrés la main ou même pas? Oui, ils se sont salués. C'était assez cordial. Voilà, il y a eu une photo de groupe qui a été prise quelques minutes avant que le débat ne démarre. Et ensuite, c'est toujours intéressant de voir comment ils ont un peu géré leur temps de parole. Il y avait grosso modo 17 minutes pour chaque candidat ou candidate. Et on a bien vu une Marion Maréchal essayer de monopoliser la parole sur le deuxième chapitre de l'émission qui était consacré à l'immigration, où là, vraiment, elle voulait être là, c'est peut-être le thème unique de sa campagne. Elle voulait vraiment monopoliser la parole pendant ce temps-là, quitte à disparaître un petit peu, ou à parler beaucoup moins précédemment sur l'agriculture. C'est toujours intéressant de voir de l'intérieur les stratégies des uns et des autres. Et les petits nouveaux? Je pense à Léon Desfontaines, par exemple, qui n'avait pas l'habitude de débat, ou même Valérie Ayé, la candidate Renaissance. Écoutez, moi j'ai trouvé Léon Desfontaines, c'était une découverte, et il y a même eu un petit côté diesel. Il est rentré dans le débat assez tranquillement. Il était très en retard sur son temps de parole sur la première partie du débat consacrée à l'agriculture et l'environnement, le pacte vert. Et puis après, il est monté en puissance. C'est plutôt une découverte, et je pense qu'il a un peu crevé l'écran. Et Valérie Ayé, elle avait une posture qui n'était pas si simple, parce que finalement, c'était un peu la seule à défendre, que ce soit sur l'immigration, elle défendait le pacte asile-immigration en cours de validation au Parlement, que ce soit sur le pacte vert, elle défendait le pacte vert. C'était un peu la seule à défendre les prises de position au niveau européen, et puis aussi évidemment Emmanuel Macron. Donc je trouve que pour quelqu'un qui était un peu au centre des critiques ou des attaques potentielles, elle s'en est globalement bien sortie. Il y a une punchline qui vous a marqué pour finir, ou un échange particulièrement vif? On en a entendu une partie dans le reportage de Samia Dechir. Très clairement, le moment fort du débat, on s'y attendait un petit peu, mais le moment fort du débat, c'est l'Ukraine, et ce moment où plusieurs candidats... Moi, j'ai vraiment eu l'impression qu'on était autour d'un ring de boxe, et que le boxeur Thierry Mariani était dans les cordes. Et en plus, physiquement, pour moi, il était dans le coin, là, par rapport à moi. J'avais vraiment cette impression physique d'un boxeur qui est en train d'être placé en grande difficulté par son adversaire ou ses adversaires. Il s'y attendait lui aussi, et pour moi ça reste le moment assez fort, le petit télégraphiste du Kremlin. Évidemment cette formule était préparée par Raphaël Glucksmann, mais je pense que ça restera, et que dans les articles que l'on lira demain, ce moment du débat, à mon avis, sera repris par pas mal de nos confrères. Eh bien, un grand merci Thomas, on va vous laisser aller dévorer une choucroute, j'espère. Une tarte flambée et un verre de pinot noir, évidemment. Une flamme cure. Ok, formidable. Merci beaucoup Thomas, bonne soirée et encore bravo. Alors avant de rentrer dans le détail, je vais faire une première question en forme de tour de table. Qu'est-ce que vous retenez de ce débat? Qu'est-ce qui vous a marqué, Jean-Daniel? On ne peut pas dire que les débats étaient froids ou policés. Il y a souvent, en fait, un peu la critique qui est effectuée à l'égard des responsables politiques. On ne sait pas exactement ce que vous pensez, vous n'affirmez pas franchement les choses. Là, on avait 8 candidats qui étaient présents, 8 candidats qui avaient une ligne politique, 8 candidats qui souhaitaient mettre en avant d'ailleurs une thématique plus que les autres dans le cadre de ce débat, et que pour ceux qui se disent qu'ils ont un minimum d'intérêt à l'égard de la chose publique, ils doivent en ressortir en se disant, au moins, le débat m'a apporté quelque chose, et il y avait des positions qui étaient des positions tranchées. On sait que les Français aiment bien s'engueuler, et là, c'est globalement, en fait, entre guillemets, engueulés. En tout cas, il y a eu des positions qui étaient des positions différentes, et qui permettent de dire, voter aux élections européennes, ça permet de faire un choix entre des positions qui sont assez différentes les unes des autres. Jean Garrigue? J'ai eu le même sentiment que Jean-Daniel, et je le rattacherai à un phénomène générationnel aussi. Je veux dire que c'est pas parce qu'ils sont plus jeunes qu'ils ont cette virulence,
mais c'est une autre façon de faire de la politique, de conduire des débats. On sentait que chacun avait préparé sa petite punchline. À un moment, Manon Aubry qui dit aux autres « vous êtes tous des hypocrites ». Enfin, chacun avait sa petite formule préparée. On a parlé voilà, le petit télégraphiste du Kremlin. Chacun était dans son couloir, comme on dit en sport. Et c'était une façon, si vous voulez, très adaptée à la communication d'aujourd'hui, très générationnelle, pour moi, de faire de la politique, sachant que chacun, évidemment, je le répète, restait dans son couloir, et qu'évidemment, par rapport à ce phénomène un peu générationnel, Thierry Mariani paraissait déplacé. Enfin, manifestement, il était dans une posture qui était très différente des autres et qui s'est retrouvée au fil du débat. Thierry Mariani, on y reviendra, mais qui a, c'est vrai, un beaucoup plus long parcours politique, il l'a lui-même rappelé, qu'il militait au début des années 90 dans un autre parti que celui qu'il représente aujourd'hui. On a parlé de fond, Richard Verly, alors moi j'ai été un peu déçu, vous avez entendu que des punchlines. Déçu par, je dirais, l'absence d'un discours vraiment positif sur l'Europe. C'est-à-dire qu'au fond, et c'est peut-être le lot du premier débat, comme chacun cherchait avant tout, vous l'avez dit, à marquer des points par rapport aux autres, on a oublié un peu l'essentiel, qui est qu'est-ce que l'Europe, l'Union européenne, apporte aux Français. Et pourquoi l'Union européenne est encore la meilleure entité, en tout cas de la part des pro-européens, c'est ça qu'on attendait, la meilleure entité pour défendre les intérêts des Français. Le seul sujet sur lequel c'est venu, c'est les agriculteurs, c'est lorsque Valérie Ayé a pris la parole pour rappeler la politique agricole commune, mais globalement, je dirais, pour moi, c'était un débat qui aurait tendance à entretenir le doute sur l'Europe, plutôt qu'à rallumer la confiance sur l'Union européenne. Mais peut-être parce que le débat était presque un débat franco-français, calqué au niveau européen. Quand on regarde en fait, les prises de position de la part des uns et des autres, si on regarde rapidement, qu'on écoute rapidement, sans savoir qu'il y a des élections européennes qui vont se dérouler le 9 juin prochain, ça pourrait... On avait l'impression d'être à l'Assemblée. Ça peut être pas forcément complètement à l'Assemblée, parce qu'il y a quand même des références à l'Europe, mais en fait, les sujets qui ont été abordés, la manière dont ils ont pu s'écharper les uns les autres, ils auraient pu avoir les mêmes arguments, les mêmes confrontations, les mêmes positions, s'ils s'étaient agi de la politique nationale. Ce qui est surprenant, parce que tellement de listes ont choisi de reconduire des sortants, des personnes qui sont actives au niveau du Parlement européen. Donc, comme quoi, quand on se retrouve dans un débat franco-français, on se raccroche encore à cette thématique dont on estime qu'elles vont intéresser les téléspectateurs. Alors, on va faire le tour un peu des candidats, mais avant, je voudrais qu'on regarde un sondage qui est celui... pas le vôtre, mais le dernier qui est sorti, celui de l'Institut Ipsos pour le Cevipof sur les intentions de vote en mars 2004 pour les élections européennes qui se dérouleront, on le rappelle, le 9 juin. Et on le voit, une liste RN en tête à 31%, suivie de Valérie Ayé pour la majorité présidentielle qui est donc à 18%. Et ensuite viennent Raphaël Glucksmann, 11,5%, Marie Toussaint, l'écolo, à 8,5%. Et puis ensuite, la deuxième partie du peloton, avec deux candidats à 7%, François-Xavier Bellamy, Manon Aubry, et puis Marion Maréchal à 5%. C'est juste l'étiage limite, vous savez, pour obtenir des députés au Parlement européen. Et puis le petit nouveau dont on parlait tout à l'heure et dont on reparlera, Léon Desfontaines, à 3,5%. Et vous voyez s'afficher ensuite les noms des autres candidats qui n'étaient pas cet après-midi dans notre grand débat. Jean Daniel, quand on a 12 points d'avance, même un peu plus, 13 points d'avance, est-ce qu'on peut s'effondrer? Est-ce que c'est rattrapable par la majorité ou est-ce que le RN peut s'effondrer? Oui, on peut s'effondrer. Il y a des enjeux qui ne sont pas encore complètement posés. On vient d'avoir en fait l'intervention de la part du président de la République pour parler des grands enjeux européens, là pour le coup, en matière de sécurité liés à la Russie et à ses velléités. Qu'à l'heure actuelle, les thématiques de campagne, lorsqu'on interroge nos compatriotes, à peu de choses près, ressemblent très nettement à ce qu'on a pu voir au cours de la dernière élection présidentielle, c'est-à-dire que la première préoccupation et la première assignation, c'est de parler de la question du pouvoir d'achat. D'ailleurs, comme aux élections européennes de 2019, même si on a un peu tendance à l'oublier, mais qu'on peut voir qu'il peut y avoir des dynamiques de campagne qui peuvent modifier, si ce n'est fondamentalement, en tout cas, dans un certain nombre d'aspects, les rapports de force. Au cours des dernières élections européennes, la thématique qui était celle de l'écologie, de l'environnement, s'est invitée au cours du dernier mois, et notamment au cours des 2 dernières semaines, et ce qui a permis, on le voit, à Yannick Jadot de pouvoir réaliser plus de 13% des suffrages. Donc il y a aujourd'hui, et c'est probablement une des raisons pour laquelle le débat a pris cette tournure,
une zone de faiblesse du Rassemblement national à l'égard de ce que peut être la politique menée à l'égard de la Russie. À l'heure actuelle, les électeurs sont complètement imperméables par rapport à ces critiques-là, mais rien ne dit que les 3 mois prochains de campagne ne vont pas être de nature à pouvoir modifier les choses. Et puis, un dernier aspect, on a aujourd'hui une liste qui est soutenue par le président de la République, qui est particulièrement basse. En général, quelle que soit la question, les électeurs, on a un quart des électeurs qui votent pour la liste ou la personnalité qui va être celle d'Emmanuel Macron. Ça n'est pas le cas aujourd'hui. Et on a un déficit d'engagement et de mobilisation d'électeurs qui ont voté pour Emmanuel Macron à la dernière élection présidentielle, qui ne sont pas forcément extrêmement fâchés à l'égard du président, mais qui ne trouvent pas les ressorts suffisants pour se déplacer, pour aller voter, ou en tout cas, dans le cadre de nos intentions de vote, de déclarer qu'ils ont l'intention de voter pour la liste de la majorité présidentielle. Bon, tout ça est très clair. Alors, on va prendre les prestations des uns et des autres. Hein. C'est une façon... on n'a pas repris les thématiques du débat pour pas calquer le débat, mais on va plutôt prendre les prestations des uns et des autres pour essayer de les comprendre. Et on va les prendre, du coup, dans cet ordre-là, en commençant par le favori des sondages, le Rassemblement national. Et peut-être un mot de l'absent, Jordan Bardella, qui avait choisi de ne pas venir. Même au bout de 5 ans, il n'a pas trouvé le chemin du Parlement européen, a ironisé Manon Aubry de LFI. Il a eu tort de ne pas venir, pour vous, Jean ? Les absents ont toujours tort. Je pense qu'il a fait une double erreur. D'une part, en ayant des mots un tout petit peu méprisants par rapport notamment à cette chaîne, et donc à la qualité qu'elle représente, à la qualité de réflexion qu'elle peut proposer aux téléspectateurs. Je dis ça sans aucune flagornerie, mais je pense que c'est mépriser aussi les téléspectateurs. C'est une forme d'arrogance ? C'est une forme d'arrogance. Et la deuxième erreur, commune, partagée, c'est d'avoir choisi Thierry Mariani pour représenter sa liste. Alors, erreur, c'est à double sens, parce qu'on voit très bien que l'intérêt, notamment de la majorité macroniste, enfin de la majorité relative macroniste, c'est de conduire et de mettre la question de l'Ukraine et de la relation entre le Rassemblement national et Poutine au cœur de la campagne, ce que finalement n'a pas tellement fait Valérie Hayé dans ce débat. Elle n'a pas eu le temps ou elle n'a pas su bien s'y prendre, mais ça peut aussi se retourner contre eux, parce que conduire à un phénomène de victimisation aussi. Quand on est seul contre tous. Seul contre tous, c'est ce qui est apparu d'ailleurs dans le débat autour de la Russie. Et puis, en plus, susciter de la part des Français, qui sont aujourd'hui en très grande majorité pacifistes, ce phénomène de recul et de repli sur le Rassemblement national. Donc c'est à double sens, mais ce débat-là n'a pas tourné que sur cette question. Il a chevauché beaucoup d'enjeux, mais forcément, c'était un peu dans la tête de tout le monde. Et pour Thierry Mariani, c'était quand même... Ça a été un passage difficile. Alors on va y venir avec vous, Tam. Tiens, bon, seul contre tous, c'est un peu le lot de tous les favoris. Mais donc Thierry Mariani, connu pour ses positions pro-russes, c'est lui qui a remplacé au pied levé Jordan Bardella. Oui, tout ça sur la moquette du Parlement européen qui s'était mis aux couleurs de Public Sénat en arborant, ce n'est pas une blague, c'est plus beau coquelicot. Les principales têtes de liste aux élections européennes se sont donc affrontées sur cette moquette 2h30 durant, à l'exception notable, vous l'avez dit, de Jordan Bardella, paraît-il surnommé par certains Jordan Bardepala, et qui a donc brillé par son absence cet après-midi. Vous l'avez dit, Jean, les absents ont toujours tort. Il a été plusieurs fois attaqué d'ailleurs par les autres têtes de liste et s'est fait remplacer par Thierry Mariani. Alors ce n'est pas parce que les absents ont tort que les présents ont raison, car avouons que dans le contexte de la guerre en Ukraine, alors que le Parlement vient d'approuver largement l'accord bilatéral entre la France et l'Ukraine du 16 février, alors que ce sujet occupait une séquence entière de ce débat, a occupé une bonne partie de cette soirée sur TF1 et France 2, on pouvait se demander, mais pourquoi envoyer Thierry Mariani ? Mais que diable allait-il faire dans cette galère, lui, dont la grande proximité idéologique et politique avec le pouvoir russe a été soulignée par une commission d'enquête parlementaire sur les ingérences étrangères, lui qui est visé par 2 enquêtes pour de possibles faits de corruption et de trafic d'influence en lien avec l'association Le Dialogue franco-russe, reste qu'à part Jordan Bardella, eh bien, c'est la seule personnalité politique
identifié dans les rangs des eurodéputés RN et c'est pourquoi il a été choisi par le parti. Et comme on pouvait s'y attendre, c'est sur sa proximité avec la Russie qu'il a été attaqué. Et évidemment, il a fallu attendre donc le troisième thème de ces débats consacré à la guerre en Ukraine pour qu'il soit sous le feu des attaques. Ils ont tous fondu sur lui. Thierry Mariani était le premier à s'exprimer sur ce sujet. Il a été attaqué non pas parce qu'il portait la voix du Rassemblement national, mais pour son positionnement personnel. Regardez. Notre ligne, c'est de soutenir l'Ukraine et je rappelle que la décision, la délibération du 1er mars 2022 a été votée par l'écrasante majorité du groupe du Rassemblement national. Je vois votre sourire, oui, sauf moi. Bah oui. Sauf moi, et j'expliquerai pourquoi si vous le voulez après. Ouais. Mais on était une semaine après le déclenchement de la guerre. Je suis là pour expliquer la position du Rassemblement national. Non, mais on attend la Troisièmement, notre position aujourd'hui, c'est d'éviter l'escalade. C'est d'éviter l'escalade. Vous avez été aider Poutine sur le terrain. Monsieur Mariani, vous l'avez aidé à surveiller des élections fantoches. C'est parce que Monsieur Poutine n'était pas disponible ce soir. De les valider. Vous avez pris de l'argent de Monsieur Poutine, Monsieur Mariani? Expliquez-nous. Faites attention si vous faites des accusations. C'est une accusation ou c'est une question? Je vous pose une question, Monsieur Mariani. Alors vous connaissez la réponse. Voilà. Monsieur Mariani, vous êtes sur la liste noire du Parlement européen. Voilà, on a senti que quasiment chaque tête de liste avait prévu de mettre en avant les relations de Thierry Mariani avec le Kremlin, notamment Raphaël Glucksmann. Thomas en a parlé tout à l'heure qu'il a traité de petit télégraphiste du Kremlin, mais il n'a pas été seulement attaqué sur ses relations avec la Russie, Thierry Mariani, mais aussi sur son soutien au gouvernement autoritaire de l'Azerbaïdjan contre l'Arménie, notamment par le candidat LR François-Xavier Bellamy. Et c'est donc une séquence qui va marquer, a priori, cher Mathieu, voilà. Mais ça va certainement marquer davantage les commentateurs, hein, c'est sûr et certain. On peut estimer que c'est ce qu'on va voir demain dans les journaux. C'était le moment le plus fort en termes d'intensité du débat. La question aussi qui se pose, c'est est-ce que l'opinion publique vote aujourd'hui pour ou contre un candidat en raison de sa position par rapport à la guerre en Ukraine. Déjà, depuis plusieurs semaines, le gouvernement attaque le Rassemblement national avec ce refrain, l'idée que les élus du Rassemblement national sont les alliés de Poutine. Force est de constater que pour l'instant, cela ne fait pas chuter le Rassemblement national dans les sondages. Mais on le dit, on le répète, un sondage donne la température à un instant T, ne prévoit pas l'issue du scrutin. Il reste 3 mois, alors qu'on peut considérer quand même, aujourd'hui, soyons un peu chauvins, qu'après ce grand débat, la campagne est définitivement lancée. Et ce n'est pas Jean-Daniel Lévy qui va vous contredire. Non, pas du tout. Un point sur l'autre favorite, en tout cas la deuxième dans le classement des sondages, Valérie Ayé. Est-ce qu'elle a réussi ce premier débat, Richard Verly, pour vous? Écoutez, moi je trouve qu'elle a bien franchi la rampe, on ne la connaît pas, mais elle a un énorme problème qu'elle va porter pendant toute la campagne, c'est que personne ne la considère comme la vraie tête de liste. Au fond, la tête de liste de cette campagne électorale, ce sera Emmanuel Macron, éventuellement accompagné de Gabriel Attal. Donc la grande difficulté pour Valérie Ayé, c'est au fond de jouer un rôle qu'elle n'a que par défaut. Et elle l'a fait là en essayant d'être technique sur un certain nombre de dossiers, et je ne suis pas sûr que ce soit là où elle soit la meilleure. D'ailleurs, j'ai trouvé que sur la question de la technicité et du mandat écoulé, celui qui était le plus convaincant, c'était plutôt François-Xavier Bellamy. Donc ça va être compliqué pour elle, et elle a fait une prestation qui trahit cette complication, je dirais, de sa position. Justement, on va l'écouter, c'était à propos d'immigration, écoutez-la. Je l'assume, je suis probablement la seule autour de cette table qui va voter le pacte asile et migration. Et je voudrais signaler il y aura des socialistes aussi qui vont... Non mais j'y viens, cher Manon, je voudrais aussi souligner que ce pacte il va être soutenu par le PPE, la famille politique de François-Xavier Bellamy, par les sociodémocrates, la famille politique de Raphaël Glucksmann. Et ce pacte, c'est... Non mais vous ne voulez pas trouver de solution au problème migration. Si, on a une solution. La loi Darmanin, laissez parler Madame Ayé. Avec ce pacte asile et migration, une solution européenne à un problème qui est mondial. C'est l'efficacité tout en fermeté et en humanité. On renforce nos frontières extérieures. On met en place des centres qui vont accueillir les migrants qui demandent à accéder à l'Union européenne. Et là, dans ces centres, ces migrants, tous les 8 jours, ils vont avoir des contrôles de sécurité, des contrôles sanitaires. On va prendre leurs données biométriques pour savoir où ils vont, pour être sûr de savoir où ils sont. Pour être sûr de savoir où ils sont. Ensuite, ça c'est la première étape en 1 semaine. Ensuite, en 12 semaines, ils sauront s'ils ont ou pas le droit
ils restent dans ces centres et ils sauront ou pas s'ils ont le droit de rester, d'avoir accès à l'Union européenne. S'ils peuvent accéder au territoire de l'Union européenne, alors on les accueille dans les meilleures conditions. S'ils ne peuvent pas rester dans le territoire européen, alors on les renvoie. C'est ça, fermeté, humanité, des règles, surtout des procédures qui sont beaucoup plus courtes pour que chacun sache si ou non il peut rester dans l'Union européenne. C'est important d'être connu des Français pour une élection européenne ou ça ne joue pas tant que ça la notoriété? Alors, ça peut jouer, mais ce n'est pas toujours un inconvénient majeur. Sans vouloir être injurieux à l'égard de Nathalie Loiseau, qui avait conduit la dernière fois la tête de liste soutenue par la majorité présidentielle, elle avait quasiment atteint le même niveau que le Rassemblement national. Mais je vous rejoins entièrement. Les électeurs qui votaient pour la liste qui était conduite par Nathalie Loiseau votaient pour la personnalité et la formation qui étaient soutenu par le président de la République. Il arrive parfois que malgré tout, il puisse y avoir un surplus. Yannick Jadot, dans le cadre de la dernière campagne européenne, donnait le sentiment qu'il était profondément pro-européen et qu'il était investi en Europe, qu'il ne cherchait pas, en tout cas à cette époque-là, à investir le territoire national, qu'il était identifié à travers des prises de parole qu'il avait pu avoir au niveau européen, et donc ça avait renforcé sa position. Et effectivement, vous l'avez souligné, on a, et c'est nouveau, si je ne me trompe pas, 5 têtes de liste qui étaient déjà candidats lors de la dernière élection européenne. Donc ça modifie un petit peu le regard qui peut être porté en se disant, c'est pas forcément, si on peut mettre l'expression, des reculs de la vie politique nationale qui n'ont pas su trouver de réceptacle. La traditionnelle image qu'on avait des eurodéputés. Mais c'est des personnes qui disent, là, nous avons été candidats la dernière fois, nous avons fait campagne, nous avons eu un mandat qui s'est déroulé au cours des 5 dernières années, et nous sommes à nouveau candidats sur les mêmes bases, et donc ça renforce un petit peu, et la notoriété des têtes de liste va être un peu plus importante cette année qu'elle ne l'a été au cours des élections précédentes. On va parler désormais du troisième homme. Lui aussi était déjà là lors de l'élection précédente, le troisième homme des sondages, je le répète. C'est Raphaël Glucksmann, donc candidat pour Place Publique, son parti, et pour le Parti socialiste. Un Raphaël Glucksmann très à l'offensive pendant ce débat. Regardez cet extrait, il s'en prend à Thierry Mariani. Vous avez reconnu l'annexion de la Crimée. Et ce qui est choquant, M. Mariani, et c'est pour ça que j'ai hésité, moi, à venir ce soir. J'ai hésité à venir ici. On aurait peut-être dû laisser une chaise vide, qui était la chaise du Rassemblement national. Parce que je pensais qu'il devait y avoir une chaise vide. Et parce que, en tant que président de la commission spéciale sur les ingérences étrangères, se retrouver face aux petits télégraphistes du Kremlin, depuis le début, qui votent contre les condamnations de Wagner, des milices Wagner quand elles prennent pour cible nos propres soldats, qui votent contre l'ensemble des règles que nous passons pour nous défendre contre la guerre hybride que mène le régime de Poutine, que vous défendez contre nos démocraties. Car contrairement à ce que vous avez dit, oui, nous sommes attaqués. Quand des hackers russes liés au GRU, les services de l'armée, donc vous voulez envoyer des soldats, attaquent les hôpitaux, comme celui de Corbeil-Essonnes. Ce sont des patients français et des docteurs français qui sont pénalisés pendant des mois. Quand les hackers russes prennent pour cible l'Agence européenne du médicament au moment où elle doit statuer sur les vaccins, ce sont les citoyens européens qui sont visés. Quand nos soldats français sont pris pour cible par les milices Wagner et que vous refusez de les condamner, ce sont des soldats français qui sont pris pour cible. Quand on a des manipulations de l'information, quand il y a des agents russes qui vont taguer des étoiles de David sur les murs de Paris pour créer une atmosphère de guerre civile dans notre pays, nous sommes menacés. Et vous avez servi la soupe à ce régime. Jean Garrigue, il est sur un positionnement qu'on appelait autrefois droit de l'homiste ? Exactement, mais on l'a senti très à l'aise sur toutes ces questions de géopolitique, de relations internationales et de dénonciation justement des dictatures, puisque considérer que Vladimir Poutine, c'est une dictature autocratique et privatrice de liberté. D'emblée, je l'ai senti très offensif dans la petite minute qui était donnée à chacun pour se mettre en avant et à laquelle on demandait tout simplement plus ou moins d'Europe. Il a été le seul à dire clairement « moi je veux plus d'Europe ». C'est tout bête, mais pour lancer un débat, ça vous montre une détermination. Et il y a quelque chose qui se joue quand même, qu'il faut souligner, à gauche, dans cette phase de transition ou d'éclatement de la NUPES. Il y a quelque chose d'important où Raphaël Glucksmann a une carte importante à jouer. Il est déjà beaucoup plus au-dessus dans les sondages que dans son score de la dernière fois. En revanche, Europe Écologie Les Verts est très en deçà du score qu'avait fait Yannick Jadot et LFI est derrière.
Donc, si vous voulez, il y avait dans l'enjeu qui était celui de Raphaël Glucksmann, c'était de confirmer qu'il était un candidat solide, qui représentait une alternative à gauche. Et je trouve que là-dessus, il a été quand même convaincant. Alors justement, avant de vous passer la parole, Richard Verly, on va regarder Europe Écologie Les Verts, justement, les écologistes, la candidate Marie Toussaint, qui prenait la parole et qui expliquait un peu que voilà, elle allait être attaquée de toutes parts parce que l'écologie est peut-être un peu moins à la mode. Regardez. Je vous l'ai dit, on va entendre ce soir que l'écologie est la cause de tous les maux. Et donc on a effectivement une droite, une extrême droite, mais au-delà, une majorité politique ici qui a porté un modèle qui est destructeur pour l'agriculture, mais qui tire sur l'écologie, malgré le fait que les agriculteurs soient les premières victimes des aléas climatiques, les sécheresses, les épidémies, les feux, les inondations, et les premières victimes aussi des pesticides quand on regarde les taux de cancer qui frappent d'abord et avant tout les paysannes et les paysans. Mais ce sont les agriculteurs eux-mêmes qui ont dit trop de normes quand même. Nous, les écologistes, on n'est pas là pour emmerder le monde, on est là pour le protéger. Et donc, on met en place des politiques et on pousse à des politiques qui soient des politiques qui protègent notre agriculture. Richard Verly, les écologistes ont un peu moins le vent en poupe. Ça rebat les cartes à gauche ? Elle a la partie la plus difficile parmi tous les candidats, puisque comme ça a été dit, les écologistes avaient fait la bonne surprise, avaient empoché la bonne surprise des précédentes élections grâce à Yannick Jadot. Et moi, je ne peux pas m'empêcher de faire un parallèle entre la posture que vous évoquiez de Jadot l'Européen d'il y a 5 ans et de Glucksmann l'Européen de cette année. C'est vrai que ce sont deux personnalités, Jadot à cette époque et Glucksmann maintenant, dont on sent l'engagement européen, ils arrivent à le transmettre. Moi, quand j'ai regardé ce débat, je l'ai trouvé assez crédible sur le terrain vert, sur le terrain écologiste, cette chef de file, mais je ne l'ai pas trouvée très européenne, au fond. Et le discours qu'elle a tenu, elle aurait pu le tenir à l'Assemblée nationale française. Alors, autre figure de gauche assez combative, celle-là, Manon Aubry pour LFI. On rappelle qu'elle est autour de 7% dans les sondages. Et on va en parler avec Audrey Vuettaz pour décrypter sa prestation. Bonsoir Audrey. Bonsoir. Alors vous mettez plutôt une bonne note à Manon Aubry ce soir. Oui, avec un score autour de 7% pour la liste qu'elle mène. Elle avait besoin de se démarquer ce soir, d'éviter de se laisser exclure du match par ceux qui font la course en tête. Et selon moi, elle s'en est plutôt bien sortie. Alors déjà, elle était habillée en rouge. C'est peut-être un détail pour vous, mais dans un décor bleu avec d'autres candidats habillés en foncé, ça ressortait. Et puis, elle a été incisive dès sa profession de foi. Écoutez. On n'est pas condamnés à nous voir imposer le duo entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen ou Jordan Bardella qui, manifestement, même au bout de 5 ans, n'a pas trouvé le chemin du Parlement européen. Avec notre liste de la France insoumise et tous ceux qui ont cru et qui croient encore au programme de la NUPES, je veux leur dire que l'après-Macron commence dès le 9 juin. Vous aurez noté la petite référence à la NUPES, la France Insoumise, qui a longtemps milité pour une liste commune avec les écologistes et les communistes sans succès. Pour se démarquer de ses concurrents, Manon Aubry a aussi opté pour la politique de la punchline, notamment au moment du débat sur l'immigration. Écoutez. Après ces différentes 50 nuances d'extrême droite qu'on a entendues, ça va être bien de remettre un peu d'humanité. D'extrême gauche. Oui, un peu d'humanité. Oui, un peu d'humanité, monsieur Mariani. Cette Europe des barbelés, je n'en veux pas. Je veux une Europe de la solidarité et je voterai contre ce pacte asile-immigration. Je crois qu'à gauche, on a été assez seul avec le groupe écologiste d'ailleurs. Et je veux saluer le travail de Damien Carême, député écologiste, qui sera présent sur ma liste et qui a fait la démonstration qu'on pouvait lutter contre les causes des migrations, parce que non, Madame Marion Maréchal Le Pen, on ne monte pas sur un radeau de survie comme on monte sur un bateau de croisière. Autre point qui lui a permis de se démarquer, elle a évoqué la situation humanitaire à Gaza dans sa toute dernière prise de parole, comme si elle voulait que ce soit ce qu'on retienne de sa prestation. Sur l'Ukraine, comment elle s'en est sortie ? Elle a sauvé les meubles. Il faut dire qu'elle ne partait pas en position de force, puisque sur le plan national, la France insoumise vient de voter contre l'accord de coopération entre la France et l'Ukraine à l'Assemblée. Beaucoup ont fustigé l'ambiguïté de la France insoumise à l'égard de la Russie. Pour tenter de s'en sortir par le haut, Manon Aubry a choisi de tacler les récents propos d'Emmanuel Macron qui laissent entendre l'envoi de troupes terrestres en Ukraine. Écoutez. Je veux dénoncer ici les propos complètement irresponsables du président de la République, Madame Hayé. D'ailleurs, il s'est fait désavouer par tous les autres chefs d'État européens, ce qui, au passage, je pense, affaiblit la parole diplomatique française sur la scène européenne, mais aussi nous affaiblit dans notre rapport de force face à Vladimir Poutine, qui, oui, a agressé l'Ukraine en violation du droit international.
Voilà, reste à savoir si ce sera suffisant pour faire plus que les 6,3% que sa liste a fait en 2019. Merci beaucoup Audrey. Autre candidat, 7% dans les sondages, c'est François-Xavier Bellamy, un candidat LR, plutôt conservateur sur les questions de société, pas forcément emblématique de sa famille politique, Jean-Daniel Lévy. Non, pas tout à fait emblématique, mais qui a été candidat déjà la dernière fois aux élections européennes, et pour lequel, là aussi, il n'y a pas eu de suspicion sur le fait que son terrain de jeu, entre guillemets, ça reste Bruxelles et Strasbourg et pas le paysage politique national. Il n'a pas été présent globalement sur les... Mais ils sont un peu coincés, LR, avec l'Europe, on a l'impression. Ils sont coincés comme ils l'ont été au cours des dernières élections européennes. En fait, en gros, vous avez eu 3/3 de l'électorat LR qui s'est divisé en 3/3. Un tiers qui était profondément pro-européen et qui a voté en faveur de la liste qui était soutenue par Emmanuel Macron. Un tiers qui était extrêmement critique à l'égard de l'Union européenne, et ce tiers-là a voté pour la liste qui était soutenue à l'époque par Marine Le Pen. Et puis un autre tiers qui était vraiment LR, je serais tenté de dire de manière identitaire, et qui avait conservé un vote LR en disant « nous sommes de droite » et donc de manière manifeste, nous votons pour le candidat ou la liste qui est soutenue par les Républicains. Il y a une question à laquelle il est difficile de pouvoir répondre, en tout cas de leur part, c'est quelle est notre contribution précisément à l'égard de la construction européenne et à quoi sert aujourd'hui un député LR au Parlement européen. Et peut-être qu'il n'y est pas parvenu complètement à pouvoir y répondre, parce qu'on a même vu en fait qu'il peut y avoir, par rapport à leur groupe politique au sein duquel ils font partie au sein de l'Union européenne, des formes de dissonance, ne serait-ce que pour la présidence de la Commission, où ils ont indiqué qu'ils n'étaient pas forcément favorables au renouvellement de d'Ursula von der Leyen. On va l'écouter, François-Xavier Bellamy. Sa cible, c'était plutôt Thierry Mariani, lui aussi. Plusieurs autour de cette table ont dit qu'ils étaient désolés que Jordan Bardella ne soit pas là. Moi aussi, je regrette parce que je trouve que c'est assez désolant de fuir le débat. Il le fuit pas, vous savez, vous aurez d'autres occasions. Mais je l'espère bien. En attendant, M. Mariani, moi je suis content que vous soyez là. Je vous remercie. J'en suis très heureux parce que c'est l'occasion de vous dire en face, et de dire en face aux Français qui nous écoutent la réalité de ce que fait le Rassemblement national dans ce Parlement. On a parlé de la Russie, mais on doit parler aussi d'un autre sujet qui nous a beaucoup opposé, M. Mariani. C'est le sujet de l'Arménie. Parce qu'aujourd'hui encore, le Rassemblement national a choisi de s'abstenir quand le Parlement européen, à une écrasante majorité, demandait à M. Aliyev d'abandonner cet infâme parc des trophées par lequel il exhibe les morts. Et puis enfin, on va s'intéresser à la queue de peloton. Ils sont les derniers dans les sondages, mais du coup, ils n'avaient rien à perdre et plutôt tout à gagner. Avec la première d'entre eux, Marion Maréchal, très à l'offensive, parfois un peu agressive. Regardez. La solidarité, c'est pas le suicide, si vous voulez. Et à un moment donné, on peut vouloir et souhaiter et espérer d'ailleurs la victoire de l'Ukraine sans mécaniquement vouloir entrer en guerre. Or, moi, j'ai le sentiment, et là, je rejoins d'autres personnes ici présentes, qu'il y a une forme de légèreté, de désinvolture de la part d'Emmanuel Macron. J'ai vu un propos qui a été rapporté dans Le Monde où il disait un verre de whisky à la main, je vais devoir envoyer des gars à Odessa. Des mecs. On a l'impression des mecs à Odessa. En effet, on a l'impression qu'il joue à la guerre comme au Playmobil. Ça lui permet de distribuer des bons et des mauvais points entre les concurrents politiques. Il avait fait, souvenez-vous, preuve de la même désinvolture au moment des actes atroces du 7 octobre commis par le Hamas, dont une des colistières de Mme Aubry d'ailleurs explique que le Hamas c'est une organisation légitime dans sa résistance, Mme Rima Hassan pour ne pas la citer. Arrêtez, et donc souvenez-vous à l'époque, oui, nous défendons le droit international. C'est facile à retrouver sur Internet. Nous défendons le droit international. Et donc au même moment, Maréchal Le Pen, la résistance légitime du Hamas avec les meurtres avec le droit international, je sais que c'est un peu compliqué. On a bien compris. Et donc à l'époque, souvenez-vous, Emmanuel Macron avait eu la même désinvolture. Il avait annoncé ou souhaité une coalition militaire sur le modèle de la coalition anti-Daesh. Or, c'est là un sujet extrêmement sérieux et il est évident qu'il est hors de question, pour notre part en tout cas, d'envoyer des troupes françaises là-bas, sauf une fois plus, non seulement à accélérer l'engrenage de la guerre, mais en plus mettre en danger les intérêts vitaux français. Richard Verly, on a l'impression que l'effet reconquête est passé. Sa campagne a du mal à décoller un peu. Elle manque d'entraînement. C'est-à-dire qu'elle m'a donné l'impression de ne pas être tellement préparée à ce débat. Elle n'avait pas pour le coup les bonnes punchlines, alors que les autres candidats étaient beaucoup mieux préparés. Elle était plutôt en retrait et elle était, disons-le, quand même gênée par la présence de Thierry Mariani. Parce qu'ils sont sur le même électorat, ils sont sur les mêmes thématiques. Et donc comment elle va faire pour se dissocier? Qu'est-ce qu'elle va dire pour convaincre un électeur
de donner la voix à Reconquête plutôt qu'au Rassemblement national. J'avoue que sur la base de ce débat, j'ai de la peine à le voir. Et puis enfin, le dernier dans les sondages, et le plus jeune en âge, le petit nouveau, 27 ans, Léon Desfontaines, le communiste, qui a semblé un peu surpris de se retrouver par moments dans cette ambiance. Regardez. Je pense qu'on est dans des débats de posture bien éloignés des réalités. Et le problème sur ce débat, systématiquement, c'est finalement qu'on a deux mensonges qui se confrontent. Le premier, c'est celui de l'extrême droite qui nous dit zéro immigration. Et la preuve en est, Giorgia Meloni a été élue sur ce programme-là. Et résultat, à la fin des comptes, elle demande 450 000 régularisations à la fin parce que l'immigration, il y en a, il y en aura. Il y en aura de plus en plus avec les guerres et le réchauffement climatique. C'est un fait. Et donc, il faut. Je ne vous ai pas coupé, madame. Je ne vous ai pas coupé. Non, mais quand même, vous dites à longueur de temps qu'il faut que la police et les enseignants et les fonctionnaires soient respectés. Alors respectez un peu le débat. Vous faites des invectives sans cesse. Et moi, j'ai 27 ans. Je suis effaré. C'est mon premier débat. Je suis effaré de voir que depuis le début, on s'invective, on s'apostrophe, etc. Quelle image renvoyons-nous de nous là aujourd'hui? Quelle image renvoyons-nous de ce débat? Il ne faut pas s'étonner que les Français s'écartent de la politique et s'éloignent de la politique lorsqu'on s'invective de la sorte. Alors oui, j'ai 27 ans. Je suis plus jeune sur ce plateau, mais je demanderai un petit peu de respect, Madame Maréchal. Merci. Jean Garrigue, il a mis les pieds dans le plat? Il a mis les pieds dans le plat et s'est révélé. Peu de gens le connaissent encore et je l'ai trouvé tout à fait offensif et tenant tout à fait son rôle. Sur le fond des choses, on peut discuter. Une de ses punchlines sur le fait de ne pas vouloir aller mourir en Ukraine, on peut discuter parce que c'est une caricature de la position du président Macron. Mais dans le couloir, là encore, qui était le sien, je l'ai trouvé très authentique, très clair, très précis, moins agressif, justement, que Marion Maréchal, qui, a priori, est plus expérimentée. Et donc, je trouve qu'il a, à l'image un peu de son leader, de Fabien Roussel, il a réussi une bonne performance médiatique. Bien, et bien maintenant on va jouer au petit jeu de qui l'a emporté. Vous avez droit à un nom, si jamais vous en avez un. On commence par vous, Richard Verly. Qui l'a emporté dans ce débat? Moi, je dirais qu'au niveau de ce qu'on retient, sans doute quand même Raphaël Glucksmann, qui a eu les paroles qui vont rester et celles qui peut-être demain vont être citées par la presse. Donc pour un premier débat, je dirais plutôt Raphaël Glucksmann. L'homme qui inquiète la majorité présidentielle. Pour vous, Jean? Eh ben, c'est aussi Raphaël Glucksmann, parce que je l'ai dit d'emblée, cette entrée en matière sur l'Europe, la manière dont il a été convaincant par rapport à la fois aux deux candidats favoris, c'est-à-dire à Valérie Hayé et par rapport à Thierry Mariani, tout ça en fait de lui quelqu'un de central dans ce débat et de central dans la reconstruction d'une gauche qui se cherche aujourd'hui. Jean Daniel? Malheureusement, je vais dire la même chose, la même personnalité, peut-être avec également un argument complémentaire, c'est qu'il a changé de posture par rapport à celle qu'il avait adoptée en 2019. En gros, en 2019, il était clairement sur l'idée de reconstruire la gauche française à partir des élections européennes. Et là, ça n'a pas du tout fait partie de son propos. Il n'a pas du tout fait référence aux grands enjeux politiques nationaux, enfin en tout cas de politique aérienne, si on peut utiliser ce terme-là. Il n'a pas fait référence à la NUPES, contrairement par exemple à Manon Bry, et il a cherché à pouvoir globalement raconter la même histoire que celle qu'il avait racontée jusqu'à présent. Jean Garrigue, il faisait référence tout à l'heure, des termes qui étaient très droit de l'homiste entre guillemets, mais c'est là-dessus qu'il a été identifié au cours de ces 5 dernières années, notamment par rapport à ses prises de position concernant les Ouïghours au cours de la dernière période. Donc il y a une forme de cohérence dans son propos. Bien, eh bien, merci à tous. C'est la fin de ce débrief. Alors j'ai une bonne nouvelle pour tous ceux qui auraient manqué le débat ou qui auraient manqué le début du débat. C'est que vous pouvez retrouver les meilleurs moments sur publicsénat.fr. Vous pouvez le retrouver en intégralité en replay. Et puis il va même repasser samedi à 17h30 et à 21h30 sur notre antenne.